Libre opinion, investigation, analyse et débat, décryptage. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces magazines de presse. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Henri Timbalanga, analyste politique, journaliste. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Henri, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation à ce tout premier numéro. Je me sens vraiment honoré parce que ça va rester quand même dans le livre d'or de cette émission Congo Buzz. En tout cas, merci beaucoup pour avoir pensé à moi. Merci, vous n'êtes pas seul, vous l'avez dit. Nous avons Patrick Lumbala, directeur général d'Ecofin Télévision, journaliste d'investigation, stratégie politique. Il est avec nous. Patrick, bienvenue. Merci beaucoup, Daniel Kamboa. J'en profite pour saluer l'ensemble des téléspectateurs des Congo Buzz et je salue mon confrère en face. Alors, Fierté Dinanga, un journaliste également, il va nous rejoindre dans un tout petit moment, mais au menu de notre échange, 4,8 millions pour Monaco. Et la question se pose, le football congolais, qu'est-ce qu'il devient? Session parlementaire de mars. Bilan, réforme ou simple routine, démission de Constant Moutamba, quelles sont les leçons à tirer? Accord préliminaire de Washington, Kinshasa qui gagne vers une paix durable ou un marché des dupes. Alors, chers confrères, avant d'aborder nos thématiques, est-ce qu'il y a une question d'actualité que vous voulez partager avec nous? Je commence bien avec M. Henri Timbalanga. Je crois que d'abord, les sujets ou les thématiques évoquées par vous sont pratiquement ceux qui forment la une. Hein. Donc, je pense que je préfère qu'on y allait directement par le tour de table. Tout à fait. Sinon, on risque de faire... très bien, on revenir voilà, sur les choses. C'est ça, c'est qui fait toute la grande actualité. Merci. Alors, à vous également, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Henri Timbalanga? Moi, j'ai quelque chose à dire. Allez-y. Je pense que avant de commencer, j'aimerais d'abord relever le fait que le gouvernement de la RDC a annoncé pour 2027 la livraison du port Anneau Profonde de Banana, ce qui est une très très bonne nouvelle, non seulement pour l'économie de la RDC, mais aussi pour l'économie de cette partie du pays, le Congo central donc. Ce n'est pas pour la première fois que la RDC annonce des dates comme ça, mais je pense qu'avec le partenariat mis en place avec la firme émirati DP World qui gère pratiquement 10% du trafic maritime mondial, ça veut dire qu'ils ont une expérience assez importante dans cette matière-là. On espère en tout cas que ça va aboutir jusqu'au bout parce que l'ouverture de ce port-là fera de la République démocratique du Congo une plaque tournante dans la sous-région. Nous n'aurons plus désormais à dépendre des ports des autres pays, mais nous aurons notre port européen. Vous imaginez que jusqu'alors, nous avons une sortie sur l'océan Atlantique, mais que nous n'avons jamais exploité. Et donc, le port Anneau Profonde des Bananas vient à répondre à cet impératif important pour le développement économique de la RDC. Et moi, je félicite d'abord le gouvernement d'avoir mis tous les sérieux dans ce projet, malgré le fait que nos voisins d'en face, ça veut dire le Congo-Brazzaville, ne sont pas du tout d'accord avec ce projet, parce que je dois les rappeler ici que le développement du port en eau profonde de Banana, c'est un projet qui va d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, mais de manière certaine, porter un coup aux recettes douanières du Congo-Brazzaville, du port autonome de Pointe-Noire. Ça veut dire, malgré les pressions et tout ce qui peut venir de l'extérieur, que le gouvernement ne puisse pas broncher, qu'il reste droit et qu'il continue ses projets et que 2027 soit vraiment une date où la livraison de ce port
je pense que ça sera très, très, très important pour le développement économique du pays. Est-ce qu'il y a des avancées significatives? Parce qu'au Congo, nous aimons beaucoup plus les projets, les annonces, les dates, mais la réalisation, mais c'est un livre. C'est ça. Bon, c'est ce qui pose. Je reviens pour que vous puissiez. Bien sûr. Okay. Je crois que c'est une très bonne nouvelle. Je remercie Patrick d'avoir rappelé ça, parce que évidemment Pointe-Noire en subirait un grand coup, parce que tout ce que les commerçants de la RDC commandent de l'extérieur, de ce côté sur Kinshasa, ça passe par Pointe-Noire. Et désormais, avec ce port en eau profonde de Banana, automatiquement, ça ne passe plus par là. Ça vient directement en RDC. Donc, c'est que les commerçants ou hommes d'affaires congolais payés là-bas pour dédouaner leurs marchandises, là, directement, ça reste chez nous. Donc, ce sera un coût, évidemment, vu que nous sommes très nombreux. Le Congo, c'est un vaste marché, un très grand marché. Mais le problème aussi, c'est ce que vous dites là. Je souhaiterais que cette fois-là, ça soit vraiment précis pour éviter chaque fois de nous être habitués, de voir le gouvernement déclarer puis se redire, déclarer et puis se redire. Et je pense qu'on va essayer d'aborder cet aspect-là dans le développement des thématiques. Mais sinon, c'est vraiment, moi, je souhaite que cela soit effectif, qu'on puisse vivre cela, et surtout, ce serait l'un des grands points, ou disons un grand bilan pour Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui ne peut pas passer sans laisser des traces qui puissent être des points clés dans l'économie de la République. Parce que le reste, c'est beaucoup plus verbal. On dit, il a changé ici, il a changé là-bas. On dénonce quoi et qu'est-ce qu'on gagne en dénonçant? Mais avec des grandes œuvres, des grands ouvrages, je crois que ça reste pour l'éternité au niveau de la République. Et son nom restera aussi de par les ouvrages de telle envergure. Je pense que dans de tels projets, il y a des ministères qui sont mis en... Bien sûr. À contribution. Les ministères... Chacun doit au moins jouer... Tout à fait. Chacun doit jouer son rôle, en particulier le ministère des Transports, chapeauté aujourd'hui par le VPM Jean-Pierre Mbemba. Et je pense qu'avec la mise en place et l'opérationnalisation en 2027 du port en eau profonde de Banana, ça va peut-être sonner un certain déclic dans les chefs des Congolais, parce qu'on parle toujours du développement économique, de la diversification de l'économie, le développement de l'agriculture avec tout le potentiel que nous avons dans notre pays. Mais faisons un petit constat aujourd'hui. Si la RDC commence à produire assez, notamment sur les plans agricoles, comment est-ce qu'on va l'évacuer? Déjà, les minerais que nous produisons aujourd'hui, vous savez comment on les évacue avec toute la difficulté. Les cobalts qui quittent le Katanga, qui en par la Zambie, d'autres vont vers la côte Est, d'autres vers l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'on n'a pas une sortie directe. Une sortie directe et qui bénéficie. Je ne sais même plus, il y a eu des conférences en Zambie pour la sortie de tout ce qui a Oui, mais nous payons les transits. Ça profite à qui? Mais à ces pays-là. Ça profite à ces pays. Ça veut dire que les minerais de la RDC, toute la richesse de la RDC aujourd'hui, profitent à tous les pays, notamment dans la chaîne d'évacuation, du transport de ces produits-là. Mais avec notre port de Banana et avec le développement notamment du réseau routier et même ferroviaire à travers le pays, je pense que ça va beaucoup profiter à l'économie de la RDC. Et cela pourrait nous pousser à développer d'autres secteurs de l'économie, comme la production, parce que si aujourd'hui... on a beaucoup d'agriculteurs dans le pays, bien que leur production soit minime, mais lorsqu'ils produisent, est-ce qu'ils arrivent à évacuer ça? Ils ont simplement le marché local, bien sûr, même si ce n'est pas suffisant. Mais est-ce que vous savez, un commerçant, un opérateur économique voit d'abord son intérêt. Les mêmes produits que l'on met sur le marché local, s'il l'exportait
vers l'extérieur, ça lui rapporterait beaucoup plus. Vous voyez? Donc, je pense que si on a tout ça, ça permettrait justement de réfléchir. Est-ce que la question de Lobito, corridor de Lobito, ne mettrait pas en difficulté notre projet? Non, pas du tout. Vous savez, le Lobito profite in fine à l'Angola. Oui, le Lobito profite. Et la RDC également? Bien sûr, la RDC pour l'évacuation un peu près de ces ressources minières. Mais, in fine, ça profite à l'Angola parce que c'est le port, justement, de Lobito en Angola qui va bénéficier de l'ensemble des retombées. Oui, je crois que c'est le corridor, là, évidemment, ça va créer de l'emploi parce que le terminal sera en Angola. Et c'est là où il y aura de la manutention. Malheureusement, ce ne sont pas les Congolais qui seront engagés là-bas. Et les investisseurs qui doivent amener des machines ou tout le matériel approprié pour une telle manutention, ça ne viendra pas ici. Et je crois que les États-Unis avaient très mal joué. Regardez même, Biden arrive pour parler des minerais congolais, mais il débarque en Angola. Et d'où on exige au président de la RDC d'aller là-bas pour parler de ce qui est de nous. Et quand ça part de l'Est, ça va passer par où? Ça passe par le Rwanda, ça débarque là-bas. Donc, tous ces pays-là vont tirer dividendes, mais sur la richesse congolaise. Et vous comprenez que si avec une évacuation directe, ça nous bénéficie, parce que les frais qu'on paye de façon en transition là-bas, le tout revient sur de notre économie. Mais ici, avec le corridor, on n'a pas tellement pris en compte que c'est la RDC qui devrait d'abord être au centre. Ça, on nous impose quelque part ce qui n'est pas du tout bon. C'est comme si, évidemment, comme le disait Pierre Renouvin, un spécialiste des relations internationales, je chute par là, la souveraineté reste un concept creux. Ça ne s'applique qu'à ceux qui ont la capacité de se défendre. Merci beaucoup. Je pense que sur cette question, on a terminé. C'est un petit biscuit. Très bien, merci. Alors, très important. Oui. Pour ceux qui nous suivent, peut-être les numéros est affiché si vous avez des questions. Nos éminents journalistes sont là pour répondre à vos questions. Alors, nous prenons la toute première thématique. Ici, c'est la question visite RDC, visite Congo avec les plus de 5 millions de dollars pour Monaco. Alors, j'aimerais laisser d'abord la parole à M. Harry. Alors, comment vous analysez cette affaire, M. Harry? Bon, je pense que le gouvernement doit avoir vraiment l'obligation de prioriser. D'abord, déchiffrer l'état de besoin. On ne doit pas donner l'impression comme si nous sommes une nation qui n'est pas organisée, où il n'y a pas de management. On invente des programmes sans objectif. Parce que regardez, ça donne tout de suite aussi cette impression qu'on copie le Rwanda, mais sans savoir d'abord, sans préparer. Et on copie très mal. Moi, j'aurais voulu, en parenthèse, avant de revenir sur cette histoire, qu'on copie même. Aujourd'hui, le Rwanda a une usine où ça fabrique les armes. Mais ici, en RDC, nous avons la Fridex, la Société africaine d'explosifs. Voilà. À Likasi. C'est depuis nous sommes nés, on a trouvé la Fridex, qui ne fabrique que les munitions, les explosifs. Mais pourquoi ne pas penser plutôt à développer la Fridex pour que nous commencions à fabriquer les armes ici en RDC? Aujourd'hui, qui ignore? Regardez Burkina Faso. Mais ils sont en guerre. Mais le président burkinabé a tout fait. Aujourd'hui, il fabrique des blindés au Burkina Faso. Mais ils sont en guerre. Il a seulement diminué les avantages des politiques pour que les moyens soient orientés à ceux qui puissent soutenir le développement de la République. Ici, maintenant, nous avons Visite Congo. Vendre l'image. Vendre positivement l'image. Qu'est-ce que nous avons déjà préparé dans l'entretemps? Quand vous appelez l'opinion mondiale, parce que ces équipes-là, Monaco, c'est-à-dire, ça joue, c'est le monde entier qui suit. Quelqu'un se dira, on doit aller visiter. Ils viendront visiter quoi ici au Congo? En RDC, il n'y a pas à visiter. Mais alors, dites-moi, ils viendront visiter
quoi? Qu'est-ce qu'on a déjà préparé qui puisse attirer les expatriés ou les étrangers qui vont lire Visite Congo? Ils viendront visiter quoi? Ici, chez nous, ici, regardez là-bas d'où nous vient cette histoire qu'on est allé copier là-bas, Visite Rwanda. Parce que nous avons tenté de communiquer pour détruire cet aspect-là, comme nous n'avons pas réussi. Simplement parce qu'il y a le clientélisme, on recrute n'importe qui, communicateur, et regardez ce qu'ils nous offrent en termes de communication, c'est injurier, insulter bêtement, et avec toute cette immoralité-là. Maintenant, on n'a pas su contrer ça, d'où on copie. Regardez, vous trouvez là-bas, on organise chaque année la course des vélos, des cyclistes. Mais ici, on peut tenir ça sur quelle avenue? Quelles sont les artères que nous avons? Alors, il faudrait d'abord préparer. Quand on a un concept, on doit en avoir le contenu. Qu'est-ce que vous proposez? Ils viendront visiter quoi au Congo? Nos parcs sont là-bas sous occupation. Les crépitements de balles, c'est matin, midi et soir. Bon, ici à Kinshasa, on vient visiter, je ne sais quoi. Nous-mêmes ici, on n'a pas de route pour se déplacer ici à Kinshasa. Et qu'est-ce qu'ils viendront faire les visiteurs? Mais ils viendront visiter quoi? C'est ça le problème. C'est-à-dire c'est un concept qui reste vide. L'idée d'abord. Mais c'est ça, l'idée ne devrait pas tout de suite se mettre déjà en action parce que le contenu est vide. Il n'y a pas longtemps, nos confrères ont été malmenés. Simplement parce qu'ils ont fait un reportage sur l'état piteux des toilettes au stade des Martyrs. Je parie même que le maréchal Mobutu s'est renversé dans sa tombe. Comment expliquer que nous, qui sommes appelés un État dont le fondement est l'état de droit, nous n'arrivons pas à bien utiliser ce qu'un dictateur a construit? Mais on doit avoir honte. On doit avoir honte parce que Mobutu, nous l'avions sérieusement savonné. Un dictateur. Mobutu, c'était l'incarnation du mal de ce pays, selon cette grande opposition-là, 37 ans durant. Mais aujourd'hui, que faisons-nous de ce que ce dictateur-là a laissé au pays? Regardez. Et maintenant, supposons que ces gens-là soient... Il y a des gens qui arrivent pour visiter le stade des Martyrs. Ils doivent aller peut-être se soulager. Je chute par là. Par là comme ça. Vous allez leur donner des pots? Parce que... Mais ils vont aller dans quelle toilette? Dans quelle toilette, dites-moi? Pourquoi on a arrêté, on a séquestré nos confrères du surcroît de la RTNC? Ils ont fait... la vérité. Mais ils ont fait leur travail. C'est pour autant interpeller les responsables. Que vous voulez qu'on vienne visiter la RDC, mais on va visiter quoi? Au lieu de décourager les journalistes qui font de telles investigations, il fallait les encourager. Vous avez bien fait, ça nous réveille encore de travailler beaucoup là-dessus. Merci beaucoup. On reviendra pour parler de foot avant d'accorder les 4,8 millions de dollars à Monaco. Patrick Lumbala, quand même l'idée est louable. Oh, bien sûr, Vendre l'image à l'extérieur. Monaco n'est pas n'importe quelle équipe, comme le disait M. Henry. Je rappelle que ce n'est pas que Monaco, l'AC Milan aussi. Oui, il y a une deuxième. Monaco avec le ministère des Sports et l'AC Milan avec le ministère du Tourisme. Alors, d'abord, il faut revenir à la genèse. Ça veut dire les objectifs même de ce contrat-là. J'ai eu la chance de m'entretenir avec... quelques membres du cabinet du ministre Boudimbu. Alors, pour eux, les objectifs, l'objectif poursuivi pour ce partenariat avec Monaco en particulier d'abord, c'est d'accroître la visibilité internationale de la RDC en apposant... Ce que M. Harry ne veut pas entendre. Justement, en apposant comme on le voit là, la marque visite, le slogan donc visite RDC sur le maillot de l'AS Monaco, et cela pourrait potentiellement, selon eux, selon ce que j'ai recueilli, attirer ou encore améliorer la perception internationale du pays et potentiellement attirer des investisseurs en RDC. Ça veut dire que pour ce qui concerne l'AS Monaco, avec le ministère des Sports, on ne parle pas d'abord du tourisme.
Okay. On parle d'abord du sport et du développement de l'image internationale de la République démocratique du Congo. Mais tout de suite, je me dis, le terme qui me vient à l'esprit, c'est précipitation. Ah oui. Le confrère l'a dit ici, l'idée c'est génial. Et au-delà de ça, je me suis toujours dit, si le Rwanda n'avait pas Visite Rwanda, est-ce qu'on serait aujourd'hui en train de parler de Visite Congo sur les maillots des clubs, des différentes équipes? Je ne pense pas. Ça veut dire, c'est là, l'idée est bonne, mais ça fait de nous, ça veut dire, nous sommes là, on dirait, obsédés par le Rwanda. Nous sommes vraiment obsédés, alors qu'aujourd'hui, sur le plan international et diplomatiquement parlant, nous sommes en train de battre le Rwanda à plate couture. Sur le plan international, en tout cas, ce n'est pas Visite Rwanda qui va changer tout ça. Donc, la précipitation, c'est vraiment la caractéristique principale de ce projet. Lorsque vous regardez l'état du football congolais, c'est ça justement le problème. Aujourd'hui, en RDC, nous avons un championnat qui n'est plus attractif. Il y a de cela, je crois, 7, 8, voire 10 ans, le championnat congolais était dans le top 3 des championnats africains. Parce que chaque année, ou presque, on avait des équipes qui atteignaient le dernier carré des compétitions africaines, des interclubs. Ou soit on remportait même ces compétitions-là. Je vois V-Club, je vois Mazembe, DSMP notamment. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous avons un championnat qui n'est pas assez soutenu. Nous avons des clubs qui sont délaissés à leur triste sort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clubs qui sont censés faire la fierté de la RDC sur le plan international sont complètement délaissés. Je prends juste un cas, même si il y a des démentis qui interviennent après, mais je pense que c'est des choses qui ne devraient pas, ça ne devrait pas avoir lieu. Le cas de Mazembe, par exemple. Mazembe, c'est un club qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo pendant des années. On se rappellera qu'en 2010, Mazembe est allé hisser haut le drapeau de la RDC en finale de la Coupe du Monde des clubs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Mazembe délaissé à son triste sort. Pour quelles raisons? Même les subventions. Je pense qu'il y a des raisons politiques, peut-être. Peut-être des raisons politiques, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, chacun a son opinion, mais je pense que ce sont des situations qu'on ne devrait pas être en train de vivre. Et voir aujourd'hui une équipe de Mazembe qui réclame $200 000, alors qu'on a 4,8 millions de dollars, ça veut dire 4 800 000 dollars américains. Mais le trophée d'Abodela, c'est 100 000. Voilà, 100 000 dollars. Pour toute une saison, une année. C'est un problème. Alors que vous avez... Tout à fait, c'est vraiment un sérieux problème d'organisation et de sens de priorité. Ça veut dire, vous voulez bien sûr corriger l'image internationale de la RDC, mais qu'est-ce que vous faites en interne? Sûrement. Qu'est-ce que vous faites en interne? Je suis en train de parler ici d'abord sur le plan sportif avant de passer sur le plan touristique, parce que là, il y a encore plus de choses à dire. Vous avez des structures qui sont complètement délaissées. Vous avez tous les désordres auxquels on est en train d'assister aujourd'hui au niveau non seulement de la FECOFA, jusqu'à tel point que la CAF était obligée de mettre sous tutelle la FECOFA. Vous voyez? C'est-à-dire, au niveau interne déjà, sur le plan du développement de notre propre football, il n'y a absolument rien qui est fait. On a l'impression que le ministère des Sports, c'est un ministère des football. Je pense, non. Là encore, ça deviendrait bien. Moi, je pense que on devrait carrément le renommer le ministère des Léopards. Tout à fait, parce que les soutiens beaucoup plus Léopards. On sent que le ministère des Sports est très actif, que lorsqu'il y a des fenêtres internationales et que les Léopards doivent se produire, vous avez, même pour des matchs amicaux, le ministre des Sports qui se déplace pour aller avec Dieu seul sait toute la suite qu'on peut s'imaginer. Alors il y a plusieurs disciplines. Tout à fait. Alors qu'il y a non seulement il y a plusieurs disciplines, il y a le sport qui s'émeut, le football qui s'émeut. Ça veut dire il y a un sérieux sens des priorités. On ne sait pas c'est quoi la priorité. Le projet, il est bien.
Mais j'ai comme l'impression qu'on est allé commencer par là où on devrait terminer. Ah, ok. Tout en laissant... Les C'est comme vous êtes là, vous donnez trop des leçons à l'extérieur et puis lorsqu'on rentre chez vous, c'est le bazar. Donc, je pense que il faut prioriser les choses. Il faut d'abord Qu'est-ce qu'il développer... faut? On doit arrêter, on doit retirer, mais on a déjà signé. Mais est-ce que ces gens-là vont nous prendre au sérieux? Exactement. On ne retire pas. Non, moi, je ne suis pas en train on peut suspendre ici de dire que non, même pas suspendre, même mais pas on fait quoi retirer. exactement? Mais je pense le fait de s'être déjà lancé dedans, ils doivent prendre conscience. Le gouvernement doit déjà prendre conscience à l'interne qu'il faut accélérer certaines choses. C'est pas quand même l'argent qui manque là. Tout à fait, il faut accélérer. Oui, on revient. À vous également, est-ce que votre réaction? Je pense que nous péchons dans ce que nous faisons. Donc, on n'a pas d'abord, on ne respecte pas les étapes dans une démarche. Regardez par exemple, bon, vous avez conçu, vous prenez un concept comme ça, qui demande qu'il y ait déjà bien avant certaines pistes ou certaines réalisations sur lesquelles on va asseoir ce concept-là. Okay. Regardez maintenant ce que dit Patrick ici. C'est bien, mais on va accélérer quoi? Pour faire quoi pendant qu'on s'est déjà engagé? Donc, nos politiques ici ont toujours la culture de rétrocommission. Ils créent des choses parce que... Mais non, écoutez, il faut être sérieux. Parce que les faits ou les actes que vous posez, c'est comme quelqu'un qui va là-bas, donc tu allumes le feu, mais tu n'as ni farine, ni l'eau. Mais ce feu-là, les braises vont être consommées pour voilà, là, tu vas maintenant dans l'abstrait. Or, l'État ne se gère pas comme ça. Gouverner, c'est prévoir. Alors, vous vous lancez parce qu'il y a l'argent qui doit sortir. Est-ce que, mais il faut rappeler qu'on est dans un contexte de guerre? Non, attention, non, c'est faux et archi faux. Ça, moi, je vais détruire cet argumentaire-là du contexte de guerre. D'abord, tu sais que toutes les grandes nations se sont développées pendant les guerres. Pendant différentes guerres. Mais la bombe atomique a été inventée quand? C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que les États-Unis ont mis ça au point. Pourquoi? Il y a eu des scientifiques, Albert Einstein, qui a proposé la formulation et on a réuni d'autres savants autour de ça. Et il leur a dit, la matière dont est question, c'est au Congo belge. Mais ce n'est pas dans cette logique où il est mis bout d'un bout parce qu'on peut vendre l'image positivement à l'extérieur. Voilà, bon. Mais quelle image? Patrick a soulevé le cas de Mazembe. Écoutez, c'est trop simple. Moi, je le dis clairement, on a tout politisé. Ça ne devrait pas être politisé. On pense punir Moïse Katumbi. Or, Mazembe est une équipe qui a été créée avant que Moïse ne soit né. Et ce n'est pas Moïse qui a créé Mazembe. Moïse a fait son temps parce que son frère aîné Katebe était aussi président de Mazembe à l'époque où on avait les grands gardiens, les Kazadi Bwanga. Mazembe n'a pas commencé à faire la fierté de ce pays que sous Moïse. Mais Moïse a apporté une touche particulière dans ce domaine-là. Alors pourquoi ne pas donner l'argent que vous devriez donner en tant qu'État congolais au travers le ministère du Sport, mais parce que vous politisez le tout. Or, Moïse n'est pas le propriétaire de Mazembe. Il va s'en aller. D'ailleurs, lui, dernièrement, il voulait même proposer de quitter Mazembe. Mais pourquoi on doit on doit tout casser et puis on va faire visite Congo. Ici, il n'y a pas de championnat. Vous dites que ça va faciliter, les jeunes vont aller évoluer dans l'académie de AS Monaco. Mais les gens, sur base de quoi? Est-ce que ici, nous avons est-ce que nous avons même des écoles, les académies ou d'encadrement des jeunes? Non. Mais vous prenez l'argent, vous allez avec ça ailleurs pour nous dire que nous sommes en guerre. Mais en guerre, vous gaspillez. Ça, c'est du gaspillage parce que ça va nous rapporter quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà apprêté pour que ceux qui seront intéressés par Visite Congo, vous les amenez où? Ils viennent visiter quoi? Ne serait-ce qu'en matière de sport, restons d'abord là-bas. Il n'y a pas de championnat. Alors ils viendront quand? Les joueurs se déplacent. Ils viendront faire quoi? Vita Club par terre. Or, ces équipes-là ont connu des grands dirigeants qui avaient beaucoup de moyens. Mobutu était président de Vita Club. Qu'est-ce qu'il a laissé dans Vita? Même pas un siège. Motema Pembe, Daring là, il y avait toute la famille Mobutu, c'était Daring Club. Vous voyez? Actuellement, nous avons une équipe là, Chikas Football. Chikas, c'est Tshisekedi Kasalo.
Ah, c'est cette équipe. Voilà donc le nom de Papa Étienne et Maman Marthe. Mais qu'est-ce que c'est cette équipe-là? À quelle dimension? Est-ce que les moyens manquent? Donc je voudrais dire que on ne doit pas étouffer certaines initiatives du fait de la politique. Okay. Quand on politise tout, voilà l'unique qui nous faisait la grande fierté. Et c'est à partir de Mazembe que même les équipes de Kinshasa maintenant étaient en mouvement parce que Vita Motep se disait que non, on ne doit pas laisser Mazembe régner éternellement. Ça travaillait en fonction de Mazembe. Alors quand on écrase Mazembe, même les autres, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus rien et tout est par terre. Il faut rappeler également que c'est ce qui impacte même les léopards parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus appel à ceux qui sont à l'extérieur. Effectivement. Mais c'est ça la difficulté d'intégration. Les gens qui ne se connaissent pas, ils viennent 2 jours avant le match. Alors même s'ils sont talentueux, ça devient un sérieux problème. Effectivement. Et lorsque vous regardez aujourd'hui la composition du squad des léopards, il n'y a pas des locaux. Il n'y a pas des joueurs qui évoluent. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il y a 10 ans. On ne pouvait pas s'imaginer que les joueurs de la Lina Foot allaient avoir pour Eldorado le championnat tanzanien. Ah oui. Aujourd'hui, c'est l'Eldorado de tous les joueurs de la Lina Foot. Même celui qui joue au Mazembe ou au Vita. Il rêve maintenant d'aller aujourd'hui en Tanzanie. Moi, je pense que les concepts sont bons, mais il est temps. Puisque le débat... puisque le débat s'invite sur la table, il est temps aujourd'hui que nous puissions mettre en place une organisation pérenne et non politisée du football congolais, de l'ensemble et même des autres disciplines. Parce qu'aujourd'hui, c'est inadmissible, c'est anormal que notre propre championnat ne produit pas des recettes. Tout à fait, j'ai fini juste l'idée. Notre championnat aujourd'hui ne produit pas des recettes. Ne produisent pas. Aujourd'hui, lorsque vous êtes une chaîne de télévision, vous allez pour diffuser la Lina Foot, vous vous attendez à quoi en retour? Il n'y a rien du tout. La RTNC, tout à fait. Elle ne s'implique pas. Alors que des événements comme ça, le football devait être quelque chose sur lequel la Lina Foot, qui est organisatrice de ces championnats, pouvait lancer des appels d'offres pour les chaînes qui se sentent capables de diffuser. Et ce n'est comme ça que ça se répercute même sur d'autres secteurs, notamment les secteurs des médias. Mais regardez l'impact qu'a le football peut-être étranger sur notre pays. Quand il y a Barcelone, Real joue, mais dans nos riz, c'est... Tout à fait. C'est parce que déjà, moi j'ai écouté, mais c'est pourquoi je ne vais pas paraître comme quelqu'un de nostalgique, mais il y a quand même 10 ans, voire même 8 ans ou 10 ans, enfin, pratiquement dans ce pays, à Lubumbashi, même ici à Kinshasa, Real Madrid et toutes les autres équipes, quand Mazembe ou Vita joue, mais on ne sait même pas si le Real joue ou pas. Ça veut dire que les gens étaient passionnés par le football local. Mais aujourd'hui, c'est complètement à terre. Même si, à l'époque, l'organisation n'était pas complètement parfaite. C'est la politique qui impacte. Mais ça fonctionnait tout le temps, c'est ça le problème. Ça fonctionnait quand même, mais aujourd'hui, c'est complètement à terre parce que, le championnat qui est censé réunir l'ensemble de cette équipe dans une compétition est désorganisé. Les équipes elles-mêmes qui doivent être dans ce championnat-là ne sont pas soutenues par l'État parce que l'État doit subventionner. Mais il y a des textes, je ne comprends pas. Les conséquences aujourd'hui, sur les plans africains, la RDC a terriblement dégringolé. Nous ne sommes même plus aujourd'hui considérés sur les plans. Vous savez, il y a des années, des joueurs sénégalais, la RDC devenait pratiquement comme l'Angleterre en Europe. Des joueurs pratiquement de toutes les nationalités évoluaient dans les championnats congolais. Vous avez la Côte d'Ivoire qui joue, vous y voyez un joueur qui évolue dans le championnat congolais. Vous avez le Cameroun, un joueur qui évolue. L'Afrique du Sud, la Zambie qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. On avait les Renfort Kalaba, les Sinkala, tous ces gens-là étaient évolués dans le championnat congolais. Et aujourd'hui, les équipes n'ont plus les moyens.
les équipes n'ont plus de moyens, tout est complètement désorganisé. Vos recommandations. Alors, avant de passer aux recommandations, je vais également, parce que dans cette affaire des partenariats avec d'autres des équipes, des clubs africains, enfin européens, il n'y a pas que Didier Bodimbou, il y a aussi le ministre du tourisme, justement, qui a conclu hier, tambour battant, un partenariat avec l'AC Milan. C'est très bien. C'est très bien. Tout à fait. C'est payé à l'argent. Il faut. Tout à fait. C'est très bien. C'est très bien tout ça. On a parlé des Bodimbou, c'était sur le plan sportif. Mais maintenant, entrons sur le plan touristique. vous allez conclure des partenariats avec l'AC Milan. C'est juste pour rappel. Après le Real Madrid, au niveau européen, c'est l'AC Milan. En termes de nombre de trophées et de Ligue des Champions remportés. C'est-à-dire, c'est le dauphin du Real Madrid sur les plans européens. C'est-à-dire, c'est un grand club. C'est un grand club. Et lorsque vous avez des partenariats, la visibilité, c'est une idée géniale. Mais qu'est-ce qu'on a préparé ici localement? Déjà, lorsque les gens viennent entrer au pays par la grande porte, l'aéroport d'Ndjili. Je pense que je n'ai pas le temps de tout dire ici sur l'aéroport d'Ndjili, mais ceux qui nous suivent, ils savent. Mais il y a eu un incendie là-bas. Voilà. Le camion anti-incendie qui arrive, il n'y a pas d'eau dedans. Voilà. Vous voyez, ça veut dire que les pays, les grands continents. Vous allez signer des si grands contrats, mais ce serait de l'escroquerie au final. Tout à fait. Vous voyez, l'image première d'un pays, c'est d'abord l'accueil que le touriste a à l'aéroport, mais aussi sur le chemin qui le mène vers le cadre où il sera logé. Mais l'aéroport d'Ndjili, il est dans quel état? La route qui quitte de Ndjili jusqu'à Gombe, elle est dans quel état? Lorsque vous y passez, mais je pense que puisque nous y sommes, nous ne pouvons pas reculer. Il serait peut-être temps, ça c'est une recommandation, il serait peut-être temps d'organiser des choses de telle sorte que lorsqu'il y a des touristes qui viennent, parce qu'ils viendront certainement, sûrement. Lorsqu'il y a des touristes, les touristes qui viennent, il faut s'organiser qu'ils viennent la nuit. La nuit? Ben oui. Ils sont libres de circuler et vous n'allez pas les prendre. Il faut s'organiser qu'ils viennent la nuit. Au moins, je vous le dis, au moins, lorsqu'ils viennent la nuit, ils ne vont pas voir beaucoup de bêtises. En tout cas, ils vont pas le voir. Parce que lorsque vous prenez la route de Tchangou, franchement, pendant la journée, vous êtes en insécurité. Non seulement vous êtes en insécurité, mais vous avez l'impression que vous êtes, je sais pas, dans un pays, je sais pas, Djibouti, ça veut dire un pays des gens qui dans la maison pour rester dans la rue. Mais voilà. Donc c'est pour les marcher sur la voie publique. C'est terrible. Ça veut dire que il faut que le gouvernement de la République, qui a des très bonnes idées que moi j'apprécie beaucoup, doivent commencer d'abord à travailler en interne. Ils doivent travailler l'industrie touristique de la RDC. Vous voulez calquer le modèle de visite du Visit Rwanda. Mais lorsque vous allez au Rwanda aujourd'hui, il y a combien de sites touristiques? Lorsque vous arrivez, vous êtes un touriste, on va vous amener, parce que j'ai déjà été une fois au Rwanda, on va vous amener dans leur histoire des génocides, on va vous amener dans leur parc avec nos gorilles volés de l'Est de la RDC. On va vous amener par-ci, par-là. Je dis, c'est des choses organisées. Mais ici, chez nous, qu'est-ce que nous avons? Déjà, l'ONT, l'Office national du tourisme, aucun frais. Ça veut dire que, d'abord, l'organisation de l'office lui-même, c'est un désordre incroyable. Parce qu'il faut rappeler que le partenariat avec l'AC Milan, c'est sous l'égide de l'ONT et le ministère du Tourisme vient chapeauter cela. Mais l'ONT lui-même, vous ne lui dotez pas assez de moyens. Je donne juste un exemple. Terminé. Le site, la maison du maréchal Mobutu, une scellée, quelque chose comme ça, ça devait être réhabilité depuis l'époque du ministre, c'est lui qui a fait la prison Modero Nsimba. Ça devait être, les travaux devaient déjà commencer. Je me rappelle que Jésus Noël Cheké était encore à l'office, mais rien du tout.
Rien du tout. Vous Mais ces recommandez gens-là quoi? iront où? Vous Vous allez les recommandez? amener au fleuve Congo Au ministre des Sports. pour contempler le Congo-Brazzaville en face? Au ministre des Sports. Ben, au ministre des Sports, je pense que ils sont déjà dedans. Il va certainement le suivre. Tout à fait, ils sont déjà dedans, mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'organiser le football. C'est inadmissible que vous dépensiez près de 5 millions de dollars américains pour l'AS Monaco, pour ce contrat de publicité qui va sûrement financer leur centre de formation, et que ici, chez nous, au niveau de la RDC, nous n'avons aucun centre de formation viable dans lesquels les footballeurs sortent. Si l'État est incapable de les faire, mais soutenez même ceux qui les font. Moi, je m'imaginais, mais pourquoi nos équipes ici ne pouvaient pas porter Mazembe, par exemple, visite Congo, des clubs, une bonne visibilité internationale. Il y a un problème d'intérêt personnel. Quand vous allez là-bas, le championnat, ce caution encore. En Côte d'Ivoire, il n'est pas passé sur Canal+. Je ne comprends pas pourquoi le nôtre Dinafoot ne peut pas aussi traverser les frontières. Ils sont dans la culture des rétrocommissions. Oh non! Ça, je te le dis. Mais écoutez, comment vous pouvez aller comme dans ça, une telle précipitation? Je chute par là que le ministre Didier Boudimbo et même celui du tourisme, ils doivent s'assumer. Parce que quand vous vous engagez au nom de l'État avec l'argent du trésor public dans une histoire qui n'a pas de contenu, c'est pour venir honnir la République, nous couvrir de honte. Alors qu'ils en soient conséquents pour que nous ne puissions pas tomber devant une honte terrible. Sinon, à la limite, en tout cas, le président ne devrait que s'assumer, suspendre ces histoires-là, si jamais il n'y a pas de suite qui puisse maintenant contenir l'évolution ou le développement de ces contrats-là. Sinon, ils viendront visiter, ou même celui du tourisme. L'ONT là-bas, je me demande s'il y a même des fauteuils dans ces bureaux-là. Et maintenant, quand les touristes arrivent, ils doivent aller là-bas, mais ils vont plus rien comprendre sur ce qu'est l'homme congolais. Ils vont se dire, mais ces gens ici, ils sont comment? Et un autre aspect très important avant de changer peut-être des chapitres, c'est le retour sur investissement. Puisque vous voulez calquer tout sur le modèle de Visite Rwanda, mais le Rwanda a déjà des infrastructures. Ils ont du contenu à leur niveau interne. Mais c'est ça. Et ceux qui... Parce que quand ils viennent, ils viendront en surnombre et ils payent des visas touristiques. C'est ça même les dividendes. Ce qui leur manquait, c'était justement les visites. Et ils ont évalué, ils se sont dit, lorsqu'on investit tel montant dans cette visibilité, nous aurons un retour sur investissement. Mais est-ce que le gouvernement congolais s'est posé la question s'il y aura un retour sur investissement dans tous ces partenariats? Parce que c'est des millions qui partent. Franchement. C'est vraiment des millions qui partent. Et vous aurez comment un retour sur investissement lorsque vous n'avez pas des structures capables d'attirer ces touristes qui vont payer pour avoir ces retours. Affaire 4 millions et close, mesdames, messieurs. On prend la session parlementaire de mars. Bilan, réforme ou simple routine. J'avais commencé avec M. Harry. Je commence cette fois-ci avec Patrick Lumbala. La session de mars. Quel bilan? Alors, ce que moi j'y retiens beaucoup plus pour la session de mars, c'est que c'est une session qui m'a laissé à moi un goût amer pour l'institution Assemblée nationale. Au-delà des projets et des propositions de loi qui sont passées, notamment celui de la loi des finances rectificatives, avec la revue à la baisse du budget national. Mais ce qui m'a beaucoup plus tiqué, puisque je couvre régulièrement l'Assemblée nationale, c'est avoir le niveau l'image qui renvoie aujourd'hui notre Assemblée nationale. Quelle image? Ça veut dire on a l'impression aujourd'hui que nous avons affaire à une Assemblée nationale qui, en réalité, protège ceux qui font du mal à la République, font du mal notamment aux finances de la République, et livre ceux qui, sur base des soupçons, à la vindicte populaire.
Vous voulez dire quoi? Ben, on l'a vu, voilà, je crois qu'on peut l'évoquer déjà, le cas Moutamba. Et enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Le cas Moutamba et celui de Nicolas Kazadi. Moutamba, il est ministre en fonction et ce dossier, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par le ministre d'État, quelques erreurs administratives, notamment l'avis de non-objection de l'ARMP, je crois, si je ne m'abuse pas, la DGSMP, mais également l'autorisation de l'autorité de tutelle qui est la première ministre, et tous ces éléments-là n'ont pas été réunis. Mais je pense que juste pour ça, on devait s'arrêter à on va dire, à une procédure administrative, soit annuler complètement tout ce qui a déjà été fait par le ministre, ou soit, voilà, annuler tout, au lieu d'aller jusqu'à l'Assemblée et aller jusqu'en pénal. Alors qu'au sein de la même Assemblée, 2 fois consécutifs, un ancien ministre des Finances, le procureur général demande l'autorisation des poursuites, l'Assemblée ne livre. Mais c'est quoi l'image que cette Assemblée nous renvoie? Et il fallait voir lorsque... ça dépensait de la matière, lorsque la plénière même était en train de se passer, et la manière dont les députés jubilaient pour livrer Moutamba. Ah, vous parlez de l'image. Tout à fait, Moutamba à la justice. C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'impression d'avoir affaire à une assemblée à double vitesse. C'est-à-dire pour les uns, on les protège, pour les autres, puisque nous ne sommes pas d'accord avec sa politique, nous ne sommes pas d'accord avec ses différents tréfonds, parce qu'il faut noter que Moutamba a entrepris des réformes très très courageuses qui n'ont pas plu notamment à la magistrature, et tout ça, il s'est retrouvé pratiquement au milieu pris en sandwich. D'une part l'Assemblée nationale et de l'autre part la magistrature qui je ne vais pas l'affirmer ici, mais qui n'était pas totalement d'accord avec beaucoup de ces réformes. Donc aujourd'hui... Cette session n'a pas rien apporté à la République en termes de résultats attendus. Peut-être vous parlez beaucoup plus de la livraison de certains... Bon, la livraison des Moutamba, je retiens également... la protection de Nicolas Kazadi, mais également l'adoption de la loi de finances rectificative, donc la revue à la baisse du budget national. Au-delà de ça, quelle matière intéressante l'Assemblée nous a sorti? Rien du tout, à part des débats pratiquement stériles. Alors, à vous également, M. Harry, comment analysez-vous la session de mars? Est-ce qu'il y a quand même des avancées, des réformes? Pour quel bilan jugez-vous pour la session de mars? Je crois que le Parlement, à mon avis, n'a pas du tout fait le grand jeu digne d'un Parlement au regard de ses missions d'abord premières. J'évoquerai ici le contrôle de l'action du gouvernement et par là des sanctions. Mais curieusement, l'Assemblée a donné vraiment cette image-là comme si c'est un lieu où il y a des regroupements dont les missions deviennent maintenant le protectionnisme. Regardez, ça a commencé avec Jean-Pierre Bemba, un ministre qui interdit à l'Assemblée de le convoquer, que lui, il faut lui écrire, lui va répondre là-bas. Et plus tard, maintenant, ce sont les membres de son parti ou ses alliés qui disent qu'ils ne sont pas d'accord qu'on interpelle Jean-Pierre Bemba au Parlement. Vital Kamerhe, séance tenante, qui rappelle à Augustin Kabouya, nous avions dit d'interpeller la première ministre ici, lui s'est opposé, oh non, parce qu'elle est de l'UDPS. Alors, ça devient maintenant un lieu qui ne travaille plus au regard de ses missions pour lesquelles ils sont là. C'est-à-dire, j'ai dit en premier
contrôler l'action du gouvernement. Parce qu'avec tout ce que nous vivons ici, des projets bidons, que le gouvernement arrive et on sort l'argent, mais que dit le Parlement? Ça devrait interpeller Boudimbo pour lui demander les comptes, mais dans ça, qu'est-ce que vous avez déjà préparé par la suite pour que les gens viennent visiter ici? Là, ça va nous donner de l'argent. Ils vont payer les hôtels, ils vont consommer, ils vont payer les visas touristiques. Mais rien du tout. Le Parlement n'a pas fait ce travail-là. Constant Moutamba, ce qu'il faudrait noter qu'il ne s'agissait pas d'une affaire ou des fautes administratives. Constant Moutamba, je vais m'expliquer. On va en parler, terminons d'abord avec le Parlement. Alors, le Parlement, de ce côté-là, Constant Moutamba, il se retrouve pratiquement seul au Parlement. Lui n'est pas de l'Union sacrée. Et maintenant, c'est pour ça aussi. Hein. C'est parce que à voir comment ce Parlement se comporte, où les gens ne veulent pas qu'on interpelle leur leader, on s'oppose à tout. Vous voyez? Donc, c'est dans cette optique-là que je dirais que Constant Moutamba se retrouvait seul, sans famille politique qui le soutiendrait. Souvenez-vous, lors des réformes, il avait dit, Monsieur le Président, c'est grâce à vous que je suis encore là. Ah oui. Si vous ne me protégez pas, je serais déjà parti. Parce que les problèmes n'ont pas commencé là. On va en parler dès qu'on entame ce sujet-là, mais sinon le Parlement... On peut l'aborder déjà, parce que je sens que... Le Parlement, problème, oui. Il n'y a pas de résultats jusqu'ici, voilà. À part... Le Parlement n'a pas vraiment rendu des services loyaux à la République. Comment comprendre qu'un député national qui dénonce que voilà, on a sorti 33 millions de dollars pour soutenir les efforts de guerre à Goma, mais il n'y a que 4 millions qui sont arrivés à Goma d'entre les mains du gouverneur militaire qui est chargé de la mise en œuvre, c'est-à-dire du combat. Et les 29 millions se sont partagés ici à Kinshasa. Ça se dit au Parlement. On n'a interpellé personne. Le gouverneur militaire Johnny Luboya qui dit « Je demande qu'on m'invite au Parlement, je dois faire des révélations. » On l'invite, ça passe sous huis clos. Alors le Parlement n'a pas rendu les services pour lesquels le citoyen congolais a élu ces députés-là qui constituent cette institution-là. Eliezer, un député national, qui rappelle, en train de lire les documents, que Jean-Pierre Bemba, il a promis au gouvernement que 2025, on aura 60 avions. Mais jusque-là, qui l'interpelle? Donc on a un Parlement qui a peur des individus, qui fait de certaines personnes qui deviennent au-dessus de lois. Alors, dans ça, comment on sera un pays respectable? On sent quand même qu'il y a des attaques contre le Vital Kamerhe. C'est lui le problème. Non, écoutez, si vous le suivez, même le cas de... Il avait une fois aussi évoqué le cas de Nicolas Kazadi. C'était au sujet de Matata. Ouais. Il dit, pourquoi on doit lever les immunités de Matata alors que pour Nicolas, on a refusé de lever les immunités? Vous comprenez? Quand il dit ça, on ne comprend pas, on ne va pas au-delà. Ça voudrait dire que ce Parlement ici est injuste. Pourquoi pour les uns, il est permis, et pour les autres, alors que tous sont des députés? D'ailleurs, on a senti des députés se plaindre qu'il y a beaucoup de dossiers jusque-là non traités. Mais c'est ça, tout cela va dans ce désordre-là dont le responsable, c'est cette histoire-là de l'Union sacrée. Vous avez aujourd'hui 40 dirigeants d'une structure. Ça se fait où? Ça signifie quoi? Qui va obéir à qui? Et qui va diriger? Qui va donner le mot d'ordre? 40 dirigeants. Merci. Donc, ils sont là. Est-ce pour aider lui-même, le président de la République, à avoir des résultats? Ou bien ils sont maintenant comme des crabes? Ça constitue le panier des crabes. Donc, quand quelqu'un veut monter, on le redescend, soyons toujours là-bas en train de se blesser. C'est tout ce que ce Parlement nous a offert en termes d'image. Ça n'a rien à voir avec ce que devrait être le Parlement en termes d'exercice par rapport à ces missions qui sont dûment établies. On n'a rien vu. Mais ça devient maintenant comme les ping-pong. Le président lui-même se plaint. Oh non, là-bas, vous avez refusé. Ici aussi, nous, on va aussi refuser. C'est pas possible. Donc, ça devient un lieu où on s'entr'accuse. Très bien. Et au final,
le peuple ne se retrouve pas. Tout à fait, c'est devenu un groupuscule des gens qui ne suivent pratiquement pas les intérêts du pays, mais qui sont là pour se régler les comptes, tout simplement. Mais à la tête de l'Assemblée, il y a un professeur, Vital Kamerhe est inventé dans... Mais s'il vous plaît, Patrick, s'il vous plaît, juste, parce que je reviens sur juste 2 minutes, hein, okay, 1 minute d'ailleurs. Vital Kamerhe, il n'a pas toute la puissance là-bas. Regardez ce qui se passe. Mais lui, le président là, se plaint. Il est en train de nous dire que on m'embrouille aussi par les Kabouya. Il a même dit le bon frère s'est opposé ici. Quand il dit ça, ça signifie quoi? Regardez. Président Tshisekedi l'appelle. Il lui dit, va, déjà, c'était la session extraordinaire. Le demandeur, c'était le président de la République. Et c'est lui qui a proposé l'ordre du jour. Vous dites au député qu'il me donne, qu'il réfléchisse sur ce que je devrais amener dans les négociations. Ah oui, je me rappelle. On a commencé à l'insulter que lui pousse Félix à aller négocier. Mais maintenant, nous sommes allés négocier. Et les termes là-bas, on nous les a imposés. Parce que la partie congolaise, on se retrouve, on vous dit, vous allez, on va vous envoyer des textes conçus par qui? Okay. Parce que nous, on est maintenant dans ce parlement-là. Mais ça aussi, c'est la part des choses parce que... Qui ne jure que par se régler des comptes. Où les députés, bon, pas les députés, les bureaux, se plaignaient un moment que non, dans les négociations liées à l'insécurité à l'Est, les parlements est écarté. C'est la présidence qui décide. C'est la même faute qu'à l'époque. Vous savez, Vital Kamerhe, c'est aussi un malheureux qui a porté un cachet de traître sous le PPRD. Or, en réalité, je l'ai déjà dit une fois, en passant, entre Kabila et Kamerhe, il était question que Vital s'était opposé à la violation de la Constitution par Joseph Kabila du fait d'avoir invité les troupes étrangères sans passer par le Parlement. Et le PPRD n'a pas digéré. À l'époque, les Francis Kalombo, qui étaient des grands joséphites, ils ont monté au créneau jusqu'à pousser Joseph Kabila que Kamerhe vous a humilié, comment il vous contredit, vous le chef, il faut le chasser du perchoir. Or, parmi les deux, qui avait trahi la République? C'était Joseph Kabila, qui n'avait pas respecté la Constitution. Mais Kamerhe a jadis porté le manteau de traître dès ce moment-là. C'est un peu ça. Est-ce que si ça doit passer par le Parlement, qu'est-ce que le président perd? Parce que quand il amène, par exemple, la RDC dans l'EAC et les conséquences, le président ne sait plus s'en sortir. C'est l'exécutif qui engage. Voilà, mais ça engage, non, c'est question qui engage les pays. Alors, engager et obéir à la procédure, c'est deux choses différentes. Très bien. Vous êtes en train de parler, on vous a pris des minutes. C'est votre avis sur Vital Kamerhe. Donc, on l'a vanté ici, vous vous rappelez les débats de 2006, son retour pour terrer... donc, donner un peu une allure au Parlement. Oui, l'envie de suivre la session ou la plénière. Ah, mais bien sûr, et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Vital Kamerhe est resté égal à lui-même, et pour moi, c'est l'un des meilleurs, si pas le meilleur président de l'Assemblée nationale qui est connu la RDC. Regardez, lorsque Vital Kamerhe conduit les débats à l'Assemblée nationale, tout le monde est à l'aise. Vous sentez que les députés qui ont des insuffisances, parce qu'il faut dire des termes tels qu'ils sont. Les députés qui ont des insuffisances ont du mal à passer là-bas. Parce que si vous allez là-bas, vous dites n'importe quoi, mais on vous recadre. On vous recadre et c'est à la télévision en direct. Que vous soyez professeur, que vous soyez, je ne sais, on vous recadre. On l'a vu avec le professeur Godin Poyi. C'est-à-dire, vous n'allez pas là-bas parce que... Pour donner des leçons. Tout à fait, parce qu'on est dans un pays où les gens aiment beaucoup donner des leçons aux autres. Vous allez partir là avec des termes scientifiques parce que vous êtes professeur. Mais on a vu à plusieurs reprises Vital Kamerhe recadrer les gens, même sur des principes scientifiques, on vous recadre. Donc pour moi, Vital Kamerhe, c'est vraiment le meilleur président de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, il se retrouve dans un environnement où très compliqué. C'est très compliqué. Il y a plusieurs pesanteurs. Et parmi ces pesanteurs, au-delà du pesanteur politique,
il y a aussi le pesanteur de la qualité même du député que nous avons. Nous avons quelle qualité du député aujourd'hui? C'est pourquoi je me suis toujours dit, dans les différentes réformes de nos lois électorales, il faut endurcir davantage les conditions pour être candidat à la députation nationale. Avec la démocratie qu'on vante ici tous les mois. Mais c'est ça même la démocratie. Mais on ne va pas laisser n'importe qui devenir député. Il faut avoir les moyens, vous avez des députés, une masse, c'est tout. Nous avons des députés qui passent au perchoir étant ivres. On l'a vu ici, je ne vais pas citer les noms. On l'a vu, hein. Étant ivres. C'est triste. Alors qu'on traite des questions essentielles de la nation. Ah, ça c'est aussi, hein. Un député ivre. Vous avez des députés lorsqu'ils passent intérieur, il n'y a pas tout. Lorsqu'un député passe au perchoir, mais c'est qu'il vous sort. Vous avez l'impression que mais ça même un enfant de primaire ne peut pas sortir de tels colibés. Donc, la qualité du député aussi pose problème aujourd'hui. Nous avons des députés qui sont pratiquement des mercantiles. On a des militants dans l'Assemblée, vous l'avez dit d'abord, et des mercantiles. C'est-à-dire que pour eux, les ministres, les directeurs généraux des entreprises et établissements publics, pour eux, ils constituent pour eux des caisses d'argent, quoi. Ça veut dire, ils peuvent interpeller un ministre, ils peuvent interpeller un directeur général avec un fonds pratiquement vide. L'objectif, c'est de lui soutirer un peu d'argent. Il y a eu même des audios qui circulaient. Dans un dossier, ceux qui ont sololité. Voilà. L'objectif, c'est de lui soutirer tout simplement l'argent. Et ça, c'est triste. Ça veut dire que notre Assemblée, notre Parlement aujourd'hui est en train de passer totalement à côté de sa mission qui est celle de contrôler de manière rigoureuse et rationnelle, indépendante, l'action du gouvernement et de ceux qui dirigent les différentes structures. Est-ce qu'il y a encore un mot sur les dossiers session parlementaire de mars? Moi, je pense que je dirais tout simplement que le Parlement fasse son travail. Sinon, au lieu d'être tout le temps en train de racketter les ministres, comme le font certains de nos confrères. Allô, Excellence, j'ai ton dossier. Les députés le font aussi. C'est pas possible, c'est pas possible. On a vu les cas de Miguel Kantembe, comment l'argent a circulé. Il y a des audios qui... Tout ça, c'est très compliqué. Franchement, donc, alors, on prend la question Moutamba. On connaît déjà les problèmes et autres. Est-ce qu'on vient... Ah, c'est quoi l'image que l'on donne à la République? Quelles sont les leçons à tirer? C'est vous qui avez la parole, alors allez-y. La question, vous étiez déjà en train de... Je pense que c'est un cas, c'est une très grande désolation, et surtout en ce moment-ci où Félix Tshisekedi se bat pour nous avoir cette paix-là au regard de la guerre, c'est-à-dire on a compris que de par nous-mêmes, on ne saura pas terminer cette guerre, alors on se jette à l'eau, bien que nous soyons, au final, on sera perdant parce que ça pèsera sur la survie de la RDC, ce genre d'engagement-là. On n'aura plus rien pour renflouer nos caisses quand nous livrons tout ce que nous avons de plus cher sur notre sous-sol, et ça risque d'aller comme ça. Mais je crois que, et en plus, ministre de la Justice, qui est l'un de nos éléments de souveraineté nationale, c'est très scandaleux qu'un ministre de la Justice soit pris pour un détourneur. Vous savez, je disais qu'il ne s'agit pas de voir ça d'un angle administratif, mais quand vous savez, tout ce qu'il y a comme réglementation, ça fait office de loi dans ce domaine-là. Alors, le non-respect de toutes les étapes ont finalement constitué l'intention des détournements. C'est là que ça tombe dans le pénal. Donc, c'est pas arrivé au hasard au pénal. Parce que, ayant même mis en mouvement l'argent, est arrêté par Sénaref, qui est un aviseur, c'est-à-dire un lanceur d'alerte. Même ceux qui croient que l'argent n'est pas perdu, les 19 millions sont là bloqués. Mais non, c'est faux. Il faut dire clairement aux Congolais qu'un aviseur a droit, je crois, 10% ou 30%, si je ne m'abuse pas parmi les deux. Prenons même les 10%. Ça voudrait dire, déjà 1 900 000 $ devrait aller de plein droit à l'aviseur, qui est Sénaref. Alors, l'État congolais aura perdu ou n'a pas perdu? Donc,
je crois que Constant Moutamba a péché par le manque de maturité dans ses fonctions. Il a plus versé dans le populisme. Regardez, dès qu'il entre en fonction, il commence par nous faire voir tout ce qu'il mène comme vie en dehors de ses fonctions de ministre. Quand il est chez lui en train de piler le feuille de manioc, il se fait filmer, on met ça sur les réseaux. Quand il s'entraîne, il se fait filmer, on met ça sur les réseaux. Et il a amené cette façon-là jusqu'à tomber dans des infractions graves. Comment toi tu peux te retrouver? D'abord, c'est un juriste qui est censé connaître les faits qui seraient infractionnels. Tu ramènes les militants de ton parti devant les bâtiments publics de surcroît, le ministère de la Justice, et tu tiens un meeting contre des corps constitués, même contre la première ministre, chef de gouvernement. Et quand tu fais ces meetings-là, jusqu'à ce que tes militants qui sont venus te soutenir, la qualifient de carabala sorcière. Et ça rentre même dans les micros sans pour autant les éduquer ou les interdire. Vous voyez? Donc, il s'est amené comme si lui n'a pas fait le droit. Vous voyez? Je crois que Constant Moutamba, il est allé même plus loin. Même dans sa lettre. De sa propre politique. Turpitude. Sa politique, son comportement politique n'a pas été conséquent. Regardez même sa lettre de démission. D'abord, il adresse au président de la République. Ce n'est pas indiqué. Il devrait le faire à l'adresse de madame la chef du gouvernement, qui est son chef. Et puis, quels sont les termes, quel est le contenu de la lettre de Moutamba adressée au président de la République? C'est inapproprié. Ça ne ressort même pas un respect pour le prestige des fonctions du président de la République. Pourquoi lui dire que je n'ai fait que le travail que vous m'aviez donné, j'ai attaqué ceci, j'ai fait ça? Non, écoutez, l'objet c'était ta démission. Tu es exigé dès lors que tu es mis en accusation, il fallait le faire. Et vous voyez dans tout ça, il y a ceux qui sortent du lot pour dire Félix a lâché Moutamba, l'a trahi. Et qui sait si c'est lui-même qui a indisposé même Félix pour essayer de le protéger. Avec tout ce qu'il a commencé à faire comme acte. Tu amènes la population avec toi pour faire pression sur qui? Et cette population-là dit n'importe quoi. Et vous mettez même le président de la République dans quelle posture? La question, c'est qu'il y a déjà... J'ai reçu l'autorisation, la haute hiérarchie. Comme toi, tu ne reconnais pas. Écoutez d'abord ce qu'il y a aussi de très suspect. La dame concernée, présentée comme propriétaire de cette société Zion, Madame Inamoro, qui est burundaise, née même au Burundi, elle était ici. On l'a retrouvée facilement à l'ambassade du Rwanda à l'époque de Vincent Karega. Or, Vincent Karega était trop fréquenté par Constant Moutamba, tout le monde le sait. Souvenez-vous, quand ils se sont brouillés, Constant Moutamba, je ne sais pas par mégarde ou seulement par sa dose de populisme, il publie, parce que là, il a annoncé qu'il va poursuivre Vincent Karega en justice au motif que Karega l'a menacé. Mais dans leur échange de WhatsApp que lui avait publié, c'était quoi? Il y avait une phrase, je l'ai déjà dit ici, qui devrait même faire l'objet de son interpellation à l'époque avant qu'il ne soit ministre. Quand Karega lui répond dans son WhatsApp, disant que, mais Constant, tu sais que je fais déjà mes valises. Ça ne demande pas que tu viennes me faire pression pour partir. Dans sa lettre, il évoque il dit un instant, non, moi je rejette. Qu'est-ce que, écoute, laissons tomber ça. Qu'est-ce que Karega lui dit? Ce n'est pas comme ça qu'on peut se comporter devant celui qui est censé être ton mentor. Est-ce qu'on s'est intéressé à ça? Le mentor de Moutamba. Et c'est de là qu'il serait venue cette relation avec cette Burundaise-là. Vous voyez? Donc, moi je crois qu'il est tombé dans des faits infractionnels qui l'amènent maintenant au pénal. Parce qu'au pénal, je crois que l'intention est punie au même titre qu'un fait déjà consommé. Même l'argent est logé dans un compte autre que celui qui est indiqué sur les documents qui accompagnaient sa démarche. Vous voyez? Donc, c'est lui-même. Et il s'enfonce encore avec la lettre adressée à Félix Tshisekedi, comme si tout ce qu'il faisait au nom du président. Au nom de Tshisekedi. Mais Tshisekedi ne lui a pas dit quand même d'aller
détourné. Construire la prison. En dehors de ça, il a beaucoup de dossiers. FIVAO devra être audité, la gestion de tout cet argent-là. Alors, Patrick Lumbala, directeur général de l'Ecofin Télévision, journaliste politique. Alors, comment vous analysez la question Moutamba? Quelles sont les leçons à tirer un jeune qui démissionne comme ça parce qu'il y a un complot au Rwanda? Je pense que au-delà de tous ces faits étalés par le confrère, au-delà de tout ça, Constant Moutamba demeure quand même ce ministre qui a osé apporter des réformes dans ce secteur. Parce que matin, midi et soir, le président se plaignait d'une justice malade. Et quand quelque chose est malade, même nous les humains, quand on est malade, il faut passer par la thérapie. Après avoir diagnostiqué, et le diagnostic a été posé avec notamment les états généraux de la justice et consorts, mais il fallait passer maintenant à la thérapie. Et c'est cette thérapie, ces différentes réformes que Moutamba a commencé à mettre en place. Ce que j'ai dit précédemment ici, que ça n'a pas forcément plu au corps constitué, même si à un certain moment, il y est allé un peu trop vite, jusqu'à porter parfois atteinte au corps constitué. Mais Moutamba demeure quand même ce ministre qui a osé diagnostiquer et passer à la thérapie de cet appareil judiciaire, ce système judiciaire que le président a longtemps qualifié de malade. Et je pense, à mon humble avis, que il fallait pas que ça se passe comme ça. Parce que vous parlez de l'intention, mais l'intention, ça reste l'intention. Mais les faits aussi, ça reste les faits. Moutamba, la réalité, c'est que tout le monde nous regarde ici. Moutamba n'a pas détourné l'argent. L'argent est là. L'argent est là. Mais même si on veut banaliser le fait que l'argent a déjà été viré, mais l'argent est là. L'intention de construire la prison était là. Vous pensez que quelqu'un qui a l'intention de te tuer, il vient, il rate de te tuer, vous allez dire comme il n'a pas tué, et on ne le poursuit pas. Parce mais que Patrick est là. Ça, c'est un autre fait. Ça veut dire que l'infraction, en tout cas, amenée jusqu'au pénal. Mais je l'ai dit, l'intention est punie en tant que telle. Je ne trouve pas la raison pour laquelle on peut amener Constant Moutamba jusqu'au pénal. C'est quelque chose qui devait se régler vous êtes un peu doux. Non, sur le plan administratif. Je pense que Moutamba... Oui, moi je suis choqué. Écoutez, moi je suis tout simplement choqué. D'abord, de l'attitude de Madame la Première ministre. Non, entre Moutamba et Madame, ça ne marchait pas il y a un moment. Oui. Parce que Moutamba ne la considérait jamais, l'insubordination, ne la considérait jamais, ne la respectait jamais. Regardez jusqu'au final. Je l'ai dit ici, qui sait si c'est Moutamba qui aurait même indisposé Félix? Parce que quand il y a un problème, sois élégant, sois un peu beaucoup plus silencieux, pour espérer de bénéficier même de cette façon-là. Moi, je sais que oui, Moutamba est venu avec une nouvelle énergie, mais il devrait avoir cette sagesse. C'est ça la leçon que moi, je tirais par là en tant que jeune. Lui devrait comprendre que quand tu t'engages à traquer des circuits mafieux, ne prête pas flanc aussi dans la mafia. Sinon, les mêmes vont te ramasser que voilà, on a aussi eu. Ça va te coûter trop cher. Justement, mais je pense que la Première ministre, en tant que chef du gouvernement, elle avait toute la responsabilité de sursoir non seulement des sursoirs, mais c'est elle la chef directe de Moutamba. C'est-à-dire, elle pouvait facilement gérer. Nous dirigeons au nom de l'équipe. Nous dirigeons. Écoutez. Mais quand elle a demandé à Moutamba, elle a même je vous dis une chose. Lorsque vous êtes manager, parce qu'être Premier ministre, ça veut dire que vous managez l'ensemble du gouvernement. Dans le management, des cas comme ça existent toujours. Des cas comme ça existent toujours. Mais je pense qu'il faut savoir comment les gérer. Et vous pouvez bien les gérer et vous en sortir. Vous n'êtes pas obligé d'aller... Parce que là, l'intention que ça donne, c'est que la Première ministre, le fait de n'avoir pas donné une suite à la demande de Moutamba, c'était un piège.
Ah oui. Ben oui, Non, non, mais il a attention, tendu un piège à son propre ministre. Ça veut dire que sur le plan managériel, la première ministre, comment les rattraper après. je saurais comment l'attraper. Elle a fait fi, tout simplement. C'est Elle a fait fi. peut-être. Et ce n'est pas normal dans la gestion des affaires de l'État. Vous savez qu'il y a un besoin quelque part pour la construction de la prison. Et Moutamba était tout simplement dans la légalité. Il a adressé, voilà, validé au Conseil des ministres et il a entamé la procédure en demandant l'autorisation de la première ministre. Mais silence radio. silence radio. Or, la loi elle-même prévoit que lorsque c'est vide juridique à profiter à Moutamba pour voilà, l'autorité hiérarchique reste silencieuse. Non, mais écoutez, la loi ne cautionne pas un dossier vide. On a fait comprendre à Constant Moutamba qu'il y a d'abord 8 éléments qui manquent dans ton dossier. Veuillez surseoir ce dossier-là. Moutamba, on ne sait pas. Je ne pense pas qu'on puisse épingler le côté jeunesse. Lumumba est mort à 36 ans, c'est l'âge de Moutamba. Lumumba n'était pas aussi vieux que Moutamba. Mobutu prend le pouvoir à 35 ans. Joseph Kabila, c'est à 29 ans. Il parlait de la justice malade. Comment Mais c'est ça. cette justice? Cette justice, évidemment, ce sont nos politiques. C'est d'abord le président de la République qui doit... Bon, quand Moutamba dit que tout ce que je faisais, c'était sous ton orientation, ça voudrait dire que tout part du président de la République. Vous voyez, quand on évoque le cas Soumino, oui, d'une part en tant qu'humain, mais prenez aussi que Soumino, c'est une personne humaine qui a subi une humiliation de Moutamba qui n'avait pas pitié d'elle. C'est de cette manière. Et puis publiquement. Mais écoutez, mais lorsque vous dirigez, vous n'avez pas à avoir des états d'âme. un instant, mais Vous avez attiré d'ailleurs, cette je dirais situation. même que Soumino a été large. Moutamba aurait mérité déjà une sanction disciplinaire, une mesure disciplinaire en ce moment-là, parce que tu ne peux pas humilier ton chef, et surtout publiquement. Si vous étiez peut-être dans son bureau, elle pouvait garder secret. Vous le faites publiquement. Mais quand lui pose ces actes-là, nous on applaudit parce qu'il est jeune. Qui l'a condamné? Quel est ce jeune-là qui avait rappelé Peut-être il y a une Mais c'est question. quoi c'est quoi le message qu'on renvoie aujourd'hui? Le message Voilà, qu'on le renvoie message aujourd'hui, c'est oui, que... moi je pense que je dirais que la jeunesse doit comprendre une chose. Il ne suffit pas de se dire jeune, mais il faut plutôt, parce qu'on dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre Mais il y d'années. a une question qui me vient. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de propulser encore Moutamba davantage alors qu'on pensait les clouer, les freiner, aujourd'hui ils démissionnent? Mais il faut être aussi prudent, pas nécessairement qu'on va le propulser, tout comme il ça devient peut- plus populaire qu'avant. Mais attention avec la popularité. Il y a un certain moment, tu sais, quand la masse arrive, à un certain moment, la même masse risquerait de commencer à comprendre que Zagi Mouyibi, donc Tokende Ka Pamba Menzo Gande Yasso. Alors, il faut comprendre sur ça cette comme ça. Je disais donc que l'image que l'on renvoie aujourd'hui, c'est que tous ceux qui viennent et qui sont qui s'inscrivent dans une logique de travailler contre les systèmes établis sont pourchassés. Et c'est le cas avec Moutamba. Il est vraiment pourchassé. Ça veut dire, en commençant par son propre chef, la première ministre, le Parlement, n'en parlons même pas. La magistrature, là, voilà, on veut même le décapiter. Donc, c'était compliqué pour lui, mais dans les fonds, au-delà des erreurs que Moutamba a commis, mais restons d'abord dans ses actions. Moutamba a entrepris des actions courageuses. Et ce sont des actions où, si c'est parti jusqu'au bout, je pense qu'on va avoir un système judiciaire qui ne sera plus. Est-ce que vous savez aujourd'hui, est-ce que vous savez que Moutamba s'est fait beaucoup d'ennemis, notamment par sa décision de bancariser les frais de justice. Ah, ça c'est beaucoup. Il s'est fait beaucoup d'ennemis parce que déjà les gens qui étaient habitués à prendre à percevoir comme ça et se mettaient de l'argent dans la poche. Mais lorsqu'on bancarise cela, ça veut dire que tout entre dans la caisse de l'État. Et il s'est fait des ennemis de ce côté-là. Dans d'autres facettes de sa fonction, il s'est fait également des ennemis. Donc il ne faut pas qu'on renvoie aujourd'hui l'image comme quoi ceux qui viennent pour essayer d'arranger les choses, essayer de redresser les systèmes établis, sont systématiquement pourchassés. C'est pas normal. On termine avec la dernière question, accord préliminaire, mais est-ce que vous pensez que, il y a ceux qui pensent, hein, peut-être, je vais laisser 2 minutes pour que chacun réagisse, que tout celui qui s'oppose ou qui s'attaque à Joseph Kabila
finit toujours mal. On parle des Kabound. Aujourd'hui, Moutamba qui s'est attaqué à Kabila. Donc, tout celui qui attaque les clans ou les Kabila, les Kabylis ou les Kabilistes, c'est toujours comme ça. Bon, moi, pour ma part, je pense que nous sommes devant une certaine confusion. Je dirais toujours que celui qui traque les malfaiteurs ne doit pas tomber dans la même malfaisance. Donc, Constant Moutamba devrait en être très prudent et conséquent. Ces gens-là lui ont fait que des tours, on l'attendait au tournant. C'est aussi ça, la vraie face, le côté sombre de la société humaine. Okay. Vous voyez? Donc, souvenez-vous. Et d'une part, je pense que c'est aussi la bonne école. Quand vous faites bien, eh bien, vous ne vous retrouvez pas en conflit avec la loi. Sinon, la loi va vous broyer. Souvenez-vous de Jacquemain Chabani, qui était un bien-aimé d'Étienne Tshisekedi, en Moulumba, qui avait fait de lui son CG, tout jeune, et j'avais même appris que c'est lui-même qui lui a dit « Tu dois même te marier, on t'assiste parce que tu prends maintenant les responsabilités. » Mais quand Jacquemain Chabani a fait l'objet de mes gestions, ne serait-ce qu'en interne, de l'argent des cartes des membres, Étienne Tshisekedi l'a envoyé à la justice. Et je me souviens, en ce moment-là, il y avait un grand débat où il y a eu même des membres du PPRD qui ont dit « Mais Étienne Tshisekedi est en train de nous faire voir qu'il est capable de diriger ce pays sans état d'âme. » Donc, quel que soit ce que Moutamba faisait de bon, mais il devrait être très prudent au regard de toutes les dispositions pertinentes dans ce qu'il fait comme acte. Patrick également. Tout à fait. Est-ce que c'est parce qu'il s'est attaqué à Kabila qu'il a vu les systèmes se retourner contre lui? En tout cas, je ne pense pas. Dire ça, ça veut dire que Kabila a toujours la même mise sur les systèmes aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas des éléments nécessaires pour pouvoir affirmer une telle thèse, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Ce qui est sûr, c'est que la classe politique, ceux qui sont dans l'appareil judiciaire au quotidien n'ont pas été d'accord avec les différentes réformes entreprises par Moutamba. Et comme le confrère l'a dit, il l'attendait au tournant et il a commis une erreur et ils l'ont broyé. Mais moi, j'insiste et je persiste, la première ministre a mal joué sa carte. Il fallait annuler, a mal joué sa carte. Il fallait carrément annuler la décision, s'arrêter sur le plan administratif, annuler tout ce que Moutamba avait déjà fait, et puis on continue. Ça aussi. Vous sentez que Messia n'est pas d'accord. Mais non, parce que l'argent était déjà parti, n'eût été Sénaref. Ce n'est pas Moutamba qui a stoppé la sortie de l'argent. Il avait déjà mis en mouvement et de façon illégale. Il n'a respecté aucune étape exigée. Alors, la dernière question, accord préliminaire de Washington, Kinshasa qui gagne vers une paix durable ou un marché des dupes. Vous avez beaucoup parlé, allez-y. Tout à fait. Accord préliminaire. À quoi peut aboutir cette démarche jusqu'ici? Bientôt la signature finale. Alors, d'abord, il faut rappeler que cet accord a pour principal objectif de mettre un terme, de manière en tout cas définitive, aux hostilités que l'on constate dans la partie est de la RDC. Ça fait maintenant près de 30 ans que nous sommes en train d'assister à tout cela. L'objectif, c'est vraiment d'y mettre fin de manière complète. Et moi, je vais, avant d'aborder d'autres aspects, évoquer un aspect qui me semble vraiment très important. C'est celui de la gestion de nos ressources minières à l'issue justement de la signature de cet accord. Parce que en voyant et en analysant bien les choses, j'ai l'impression que la RDC risque de laisser quelques plumes de sa souveraineté économique en signant, s'il n'ouvre vraiment pas l'œil et le bon sur notamment la gestion de ces ressources minières dans les cadres de cet accord. Parce qu'on va se retrouver avec le Rwanda qui va aussi en quelque sorte être inclus dedans. C'est quand on parle de l'intégration économique dans l'accord, ça veut dire que quelque part les ressources minières de la RDC doivent bénéficier aussi à l'ensemble de la région.
C'est-à-dire le Rwanda aujourd'hui qui se considère être comme le pays qui a des industries, notamment des raffinages et consorts, l'accord risque de nous obliger que le raffinage de nos différentes ressources minières, surtout dans la partie Est, puisse notamment passer par le Rwanda, et le Rwanda en serait bénéficiaire. Et ça, pour moi, ça serait comme une sorte de prime d'agression. Mais ceux qui ont financé ces entreprises, ils pensent qu'ils vont encore recommencer ce qu'ils ont déjà fait au Rwanda. Mais écoutez, bien sûr. Oh, mais ce sont eux qui seront perdants. Voilà pourquoi ils nous demandent de négocier pour que leurs entreprises fonctionnent. Mais on s'en fout que ça meure ou pas. Mais c'est sur quoi moi j'insiste ici, c'est que la souveraineté économique de la RDC ne doit pas être bradée. De la même manière que nous insistons sur la souveraineté politique, la souveraineté économique est très importante. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où nous sommes obligés de coopérer économiquement avec le Rwanda sur nos propres ressources. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de chercher la paix, quels que soient les prix? Je pense. Bon, je donne un exemple. Si c'est le minerai qui faisait tuer nos frères, alors à quoi ça nous sert s'il faut donner à ceux qui en ont besoin pour que la vie d'un Congolais soit préservée? Non, mais moi j'accepterais qu'on les fasse même avec les Burundais ou même dans la moindre mesure les Ougandais, mais pas le Rwandais. Très bien. Parce que le faire avec les Rwandais, c'est leur donner. C'est pourquoi ils nous agressent depuis 30 ans maintenant. C'est-à-dire leur donner ça maintenant. Sera encore suicidaire. Regardez. Quand vous allez même vers Nairobi, on va encore se retrouver dans cette histoire-là, le Rwanda qui maintenant revient de façon officielle sur le sol congolais. En cette matière-là, intégration régionale, oui. Mais cette intégration-là, dans le fond, le Congo n'a jamais été en avantage. Même quand nous sommes avec la SADC et autres. Mais les Congolais, même les chauffeurs congolais, si vous êtes sur un camion étranger, vous payez les visas de transit. Mais entre eux, par exemple, les pays de la SADC, les pays anglophones, il n'y a pas de visa. Vous comprenez? Même dans l'EAC. Mais nous, membres de l'EAC, nous payons les visas pour aller dans les pays membres de l'EAC. Alors, de quelle intégration on nous parle? On nous cache, eh bien, ils ont seulement manipulé les termes. Félix Tshisekedi jurait par le fait que sous lui, il ne permettra jamais le mixage et le brassage. Mais cette histoire-là d'intégrer les forces, les groupes armés non étatiques, c'est juste qu'on n'a pas voulu faire apparaître les mots qui vont énerver les Congolais, entre autres, parler du M23 ou de la rébellion. Mais les groupes armés non étatiques signifient la rébellion. Autrement dit, le M23, AFC, ils vont être intégrés dans les FARDC. Tu parles des mobilisations, beaucoup d'histoires qu'il faut... Mais oui, il y a des étapes, mais le maître mot, c'est-à-dire intégrer les FARDC, c'est tout le danger. Comment on va savoir que celui-ci est congolais, celui-ci ne l'est pas? Parce que nous n'avons pas de carte d'identité. Souvenez-vous, il y a un dossier de Human Rights. Quand Willy Ngoma, ils ont expulsé 200 ou 300, soi-disant que ce sont des Rwandais. Mais aujourd'hui, Human Rights revient à la charge pour accuser les autorités de l'AFC que dans ce lot-là, il y a des Congolais que vous avez expulsés vers le Rwanda. Il faut les retourner ici. C'est parce qu'il n'y a pas d'identification. Bon, maintenant, à Goma, nous avons des militaires RDF qui portent la tenue maintenant de la police nationale congolaise. Mais ils vont être intégrés ici en tant que des Congolais. Merci. Bon, alors dites-moi, tout ça là, sur le plan économique, le Rwanda va se retrouver maintenant. D'ailleurs, c'est déjà dit. Il y a les 3 minéraux principaux. C'était déjà... Oui, annoncé. Tungstène, étain et un autre là, que maintenant ce sera exporté légalement au Rwanda pour être raffiné là-bas. Or, une raffinée, par exemple, d'or que le Rwanda a construite là-bas, c'est 5 millions de dollars. Est-ce que 5 millions ici, on en manque? Mais nos politiciens sont en train d'utiliser les 5 millions pour acheter des montres, des chaussures, des costumes. On va donner à Visite Rwanda au lieu de construire de Visite Congo. Alors que ce Kagame là, lui, il construit une usine qui doit raffiner
l'or congolais produit par Sakima. Donc, c'est pourquoi ce que vous disiez tout à l'heure là, c'est évidemment, les investisseurs américains n'ont pas été d'accord pour venir s'installer au Congo. Ils vont rester au Rwanda. Et tout passe par le Rwanda. Vous voyez, donc, nous sommes allés négocier notre souveraineté, mais en état de faiblesse. Moi, je pense qu'il reviendra à la RDC de tout faire pour avoir une armée capable de défendre notre intégrité et notre souveraineté. L'Iran, aujourd'hui, s'est révélé capable de se défendre, a détruit même tout ce qu'il y avait comme mythe. Mais on sent quand même qu'il y a cette volonté. Encore cela, ce sont l'ennemi le plus froid. Kagame, nous le savons tous, mais Museveni est plus dangereux. Vous savez pourquoi il menace... On a fini chuter. Ok, pourquoi il menace d'arrêter Luboya? Parce qu'il construit en tant que gouverneur l'aéroport à... Ça va diminuer le flotte de Kampala, comme beaucoup. Cette histoire de banane. Merci. Patrick, dans 30 secondes. Tout à fait. Ce que je vais dire ici, c'est que l'accord, il sera bien sûr signé d'ici le président américain, Trump lui-même l'a annoncé, la signature de l'accord d'ici le 27 juin. Content, hein. Non, mais bien sûr. C'est parce qu'il gagne, nous sommes perdants. Il est très content, il gagne, et dans sa politique, dans sa campagne, il avait promis de rétablir la paix dans le monde. Il est quand même son prix Nobel. Tout à fait, il est pratiquement en train de réussir son pari. Comme ça, ils vont investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures, mais pour en gagner 40 000 milliards. Bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut bien sûr que nous allons avoir un accord avec le Rwanda sur la paix, mais il faut être beaucoup plus regardant, mais aussi très prudent. Ça ne sera pas le premier accord de paix que nous signons avec le Rwanda. Nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avons plusieurs accords que le Rwanda ne respecte pas. Merci. Pour preuve, nous avons plusieurs agressions à répétition. Donc, il va vraiment être très, très important que la délégation, que la partie congolaise puisse beaucoup être regardant sur cet aspect-là. Mais un autre petit aspect que je voulais quand même évoquer ici, c'est ce lobbying de certains Congolais, bien sûr, des opposants, auprès de l'administration américaine. Ils ne font que leur travail. Pour faire capoter l'accord. Mais je pense que lorsqu'on est... je ne vais pas parler des patriotes, parce qu'aujourd'hui, en RDC, le mot patriote, tout le monde comprend de sa manière. Donc la situation profite à certains Congolais. Voilà, tout le monde l'utilise à sa manière. Mais lorsqu'on aime son pays, il doit y avoir des idéaux qui doivent tous nous réunir. Aujourd'hui, c'est quoi l'idéal? C'est quoi l'idéal qui nous réunit aujourd'hui? Mais c'est le retour de la paix. Nous voulons recouvrer l'ensemble de notre territoire. Ça fait près de 3 ans, je crois, que nous ne contrôlons pas, que le gouvernement, enfin, nous sommes Congolais, mais moi je me demande, est-ce que ça s'appelle toujours RDC? Parce que la RDC, c'est 2 345 1010 ou quelque chose, voilà, carré. Ce qui n'est pas le cas depuis près de 3 ans, je crois, avec la prise de Bunagana et consorts. Donc je pense que c'est ça l'idéal aujourd'hui pour tout Congolais qui aime son pays. On doit d'abord recouvrer. J'ai fini. C'est à la gloire de Félix Tshisekedi. On va d'abord lui. On met à côté. Non, on va d'abord recouvrer la paix. On va réfléchir après. Que nos frères du Nord et du Sud Kivu puissent aussi travailler, respirer. Ils ont beaucoup souffert et je pense que trop c'est trop. Voir aujourd'hui des Congolais aller à Washington, approcher l'administration Trump, passer dans les médias américains pour faire tout pour que cet accord puisse capoter. Je pense que ça relève d'une action inqualifiable, tout simplement. Libre opinion, décryptage, investigation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ces magazines. Merci à Patrick Lumbala, merci à Henri Timbalanga. Nous vous retrouvons les samedis prochains avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.